Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans ce journal dont voici les titres. Une mission du FMI reçue par le Premier ministre chef de gouvernement. Les conclusions préliminaires de 2 semaines d'activité ont été présentées pour l'occasion. Une étape décisive dans le dialogue entre Conakry et l'institution financière internationale. Dans l'actualité encore, au CHU, donc, la nouvelle maternité est désormais opérationnelle. C'est le résultat d'importants investissements dans les équipements et la qualité de la prise en charge. Un nouveau souffle pour la santé maternelle et néonatale. Nous serons à Kankan, où la ministre de l'Agriculture évalue les filières et les bassins de production. L'objectif est de renforcer les performances du secteur agricole et de mobiliser les acteurs qui évoluent sur le terrain. Voilà donc pour le sommaire. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans ce journal. Après donc 2 semaines de mission en Guinée, une délégation du Fonds monétaire international a présenté ses premières conclusions aux autorités. Reçue à la primature par le Premier ministre chef du gouvernement, la mission a fait le point sur les consultations préliminaires menées avec le gouvernement. On fait le point avec Ousmane Bangoa. Au terme de 2 semaines d'échanges avec les autorités guinéennes, la mission du Fonds monétaire international, FMI, a présenté au Premier ministre les conclusions préliminaires de ses travaux. La chef de mission a salué les performances de l'économie guinéenne marquées par une croissance soutenue, une inflation maîtrisée et des perspectives favorables, appuyées par la vision Simandou 2040. Les discussions ont également porté sur les réformes à poursuivre en vue de la conclusion d'un nouveau programme de coopération. Nous avons trouvé une économie très vibrante, la croissance est forte, elle est soutenue par les développements positifs et les investissements dans la vision de Simandou 2040. L'inflation est aussi sous contrôle. Et nous avons mené des discussions sur les réformes qui pourraient appuyer les programmes financés par le Fonds monétaire pendant les prochains 3 ans. Donc les discussions continuent. Nous avons finalisé notre visite ici, mais il faudra continuer encore pour arriver à un accord final sur le cadrage et les réformes soutenues par le programme. La ministre de l'économie, des finances et du budget indique que cette mission a permis d'apprécier les progrès réalisés et de définir les priorités des prochaines réformes. Nous avons identifié des domaines d'amélioration qui nous permettraient d'accroître la mobilisation de recettes et d'améliorer la rigueur budgétaire, bien sûr, en vue d'accélérer la mise en œuvre du programme Simandou 2040. Plusieurs secteurs ont été passés au fil fin, inclus bien sûr celui des mines, mais aussi des secteurs porteurs comme l'agriculture, l'énergie. Nous allons donc continuer, comme Madame la chef de mission l'a dit, à renforcer notre partenariat avec le FMI, à continuer ces discussions dans les prochaines semaines, avec à la clé donc de l'assistance technique pour la République de Guinée, avec à la clé plus d'échanges sur les points d'amélioration en vue, comme elle l'a dit, la conclusion, on espère bien, d'un programme entre le FMI et la République de Guinée. Cette audience réaffirme la volonté commune de consolider le partenariat entre la Guinée et le FMI. Les échanges techniques se poursuivent en vue de la finalisation des nouveaux programmes de coopération au service des priorités de développement du pays. Dans l'actualité encore à Paris se tient la 47e session extraordinaire de la conférence ministérielle de la francophonie, une rencontre dédiée exclusivement à l'audition des candidats au poste de secrétaire général de l'institution. Ils sont écoutés et jugés sur leur programme par des personnalités présentes à cette rencontre, dont le ministre guinéen des Affaires étrangères, Makeme Donzo. 4 candidats, 4 visions différentes, mais le même amour et la même ambition pour le rayonnement de la francophonie. C'est d'abord la candidate de la Mauritanie, Koumbaba, qui est invitée au pupitre pour présenter son projet de société. À sa suite, le Roumain Dacia Siolos, seul candidat masculin, prend la parole. La 3e candidate, Madame Juliana Amato Lumumba, présentée par la République démocratique du Congo, tente de séduire les participants. Et enfin, la secrétaire générale Louise Mushikiwabo du Rwanda
qui brigue un troisième mandat referme la série de présentations. Même temps de parole, 20 minutes pour l'exposé préliminaire et 35 pour la série de questions-réponses. Puis, en huis clos entre les chefs de délégation. Aujourd'hui, nous avons une séance spéciale de la conférence ministérielle de la francophonie pour le choix du prochain ou de la prochaine secrétaire général de l'organisation. Et notre sœur Louise Uchikiwabo est candidate à sa propre succession et il y a d'autres candidats qui sont là. Donc nous sommes là pour les écouter et pour donner notre avis avant le vote final. Mais je dois dire que la Guinée a déjà retrouvé totalement et pleinement sa place grâce au leadership du chef de l'État qui a permis de faire retourner la Guinée dans le concert des nations et surtout dans le concert des pays francophones. Pour une francophonie plus visible et plus utile, les candidats sont surtout questionnés sur leurs priorités à court terme. La mobilisation des ressources financières, la valorisation de l'intelligence artificielle, le recentrage des activités de l'institution sont autant d'objectifs immédiats communs aux différents candidats. Après cette audition des candidats, nous allons, sur les instructions de nos capitales, de nos chefs d'État, nous allons donner des remarques, faire beaucoup de remarques sur les candidatures et poser des questions d'éclaircissement pour que la décision qui va être prise finalement sur le vote soit une décision en toute connaissance de cause. Les auditions terminées, il revient désormais aux chefs d'État des pays membres de l'OIF de se prononcer lors du prochain sommet de l'institution. Et puis à Dakar, les parlementaires de la CEDEAO planchent sur la transformation des économies rurales. Au cœur des échanges, le financement des projets innovants et le suivi des projets d'électrification. La Guinée prend part ici aussi aux travaux à travers la présidente de la commission énergie et mines. Compte rendu Ablé Diallo. Réunis autour du thème « Exploiter les énergies renouvelables pour l'électrification et la dynamisation des économies rurales », les parlementaires de la CEDEAO s'activent. Cette réunion délocalisée leur permet de jouer pleinement leur rôle, celui de promouvoir les politiques régionales en matière d'énergie verte. Durant les travaux, ils ont analysé l'avancement de l'électrification rurale et identifié les options de financement innovantes. Les échanges ont clairement démontré que l'accès à une énergie propre, fiable et abordable constitue un levier stratégique pour la transformation des économies rurales, la création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Les initiatives décentralisées, notamment les solutions hors réseau, apparaissent comme des réponses adaptées aux réalités de nos territoires. À l'issue donc de nos discussions d'aujourd'hui, plusieurs recommandations majeures se dégagent et méritent une attention particulière. La Guinée, qui assure la présidence de la commission énergie et mines à travers l'honorable Fanta Conté, participe activement à la réussite de cet ambitieux projet. Il ressort de nos échanges une conviction forte. L'énergie renouvelable en milieu rural est un puissant levier de transformation économique et sociale. Elle favorise la création d'emplois, renforce les économies locales, améliore l'accès aux services sociaux de base et contribue à une croissance plus inclusive et durable. En tant que décideurs, experts et acteurs du développement, notre responsabilité collective est désormais de traduire ces réflexions en actions concrètes. Pour réussir ce pari, plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit des États membres. L'objectif, accélérer l'accès à une énergie durable et abordable pour les populations de la sous-région. Désormais, le principal défi pour ces parlementaires reste la défense de ces conclusions de Dakar auprès de leurs pays respectifs. Et pendant ce temps, ici en Guinée, la mise en œuvre du programme Simono 2040 entre dans une nouvelle phase. À Dubreka, les principaux acteurs sont réunis pour un atelier destiné à accélérer l'exécution des méga-projets. Pendant une semaine, ils vont tenter d'apporter des réponses concrètes aux défis qui pourraient freiner la mise en œuvre de ce programme stratégique. Ça, Alou Yombuno et Mamadi Gassama. Comment transformer les ambitions en réalisations concrètes?
C'est pour répondre à cette interrogation que se tient à Dubreka cet atelier stratégique organisé autour du programme Simandou 2040. Cette rencontre se veut donc un cadre de concertation pour identifier les obstacles et définir des solutions opérationnelles. Les autorités ont initié cette retraite stratégique afin d'établir un diagnostic partagé du portefeuille des composants des méga-projets du programme Simandou 2040. Elle nous offre l'occasion d'apprécier de manière objective le degré de maturité des projets et programmes, d'identifier les gros d'étranglement qui freinent leur exécution et de proposer des solutions concrètes en vue d'accélérer leur mise en œuvre. Notre responsabilité collective est donc simple. Transformer les investissements publics en résultats visibles pour les populations. Durant 5 jours, les travaux porteront sur les principaux défis liés à la mise en œuvre des méga-projets. La maturité des projets, la passation des marchés, l'exécution physique et financière, la planification, le suivi et évaluation, la gouvernance, la gestion des risques ainsi que la mobilisation des financements. Des arbitrages seront faits, mais c'est un travail qui doit être fait avec assez de sérieux, avec assez de rigueur, pour que nous partions d'ici avec une harmonie et un plan d'action collégial qui nous permet d'arriver à des résultats. Cette retraite donc s'inscrit dans la dynamique des réformes engagées par le gouvernement sous le leadership de son Excellence M. Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, et sous la coordination de M. Amadou Bouriba, Premier ministre, chef de gouvernement. Elle traduit la ferme volonté des plus hautes autorités de l'État de renforcer l'efficacité de l'action publique. À l'issue de l'atelier, les participants ambitionnent de disposer d'un diagnostic consolidé des méga-projets, d'une cartographie des contraintes et des risques, d'une hiérarchisation des priorités ainsi que d'un plan d'action assorti de responsabilités, d'échéances et d'indicateurs de suivi. Et puis, 11 ans après son adoption, la loi encadrant les manifestations, attroupements, cortèges et défilés sur la voie publique fait l'objet d'une révision. À Kindia, les cadres étaient mobilisés pour examiner les adaptations nécessaires au contexte socio-politique actuel. Une initiative portée par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Amadou Touré et Abdul Razak Souma pour des explications. L'initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement du cadre légal et réglementaire encadrant les manifestations, attroupements, cortèges et défilés sur la voie publique. L'objectif du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation est de préserver la paix, l'unité et la cohésion sociale tout en permettant l'exercice des libertés individuelles et collectives. Nous sommes en train maintenant d'élaborer des formulaires qui seront à la disposition des élus locaux. Chaque fois qu'une manifestation est là, comment faire une demande de concours, comment faire une réquisition, à quel moment précis il faut faire recourir à la réquisition particulière, à quel moment il faut faire recours à la réquisition générale, à quel moment il faut faire recours à la réquisition complémentaire spéciale. Avec la révision de ces textes de loi, le gouvernement ambitionne qu'aucun citoyen ne doit souffrir désormais pour l'organisation de quelconque forme de manifestation en Guinée. Il s'avère impérieux d'uniformiser, par exemple, les formulaires de demande de concours ou encore les différents types de formulaires de réquisition pour mieux outiller les autorités administratives et les élus locaux qui ont pour mission de préserver la paix, l'ordre et la tranquillité. Notre ambition aujourd'hui, conformément à la vision du chef de l'État, président de la République, son Excellence, M. Mamadi Doumbouya, est précisément de consolider cet équilibre fragile, mais indispensable, entre la préservation de l'ordre public et le respect absolu des droits fondamentaux. Pendant 3 jours, administrateurs territoriaux, procureurs, magistrats, représentants des forces de défense et de sécurité, ceux de la société civile, ont réfléchi sur des propositions relatives à la formulation des déclarations de manifestation, de la définition de la responsabilité des organisateurs ou des protocoles de sommation et de maintien de l'ordre. Un ensemble de propositions qui seront soumises à la future Assemblée pour examen et validation.
Les autorités instaurent un repos biologique de 2 mois dans la zone économique exclusive guinéenne. Cette mesure est issue de concertation entre l'administration et les partenaires du secteur vise à favoriser la reconstitution des stocks de poissons. Écoutons à ce propos la déclaration du ministre de la Pêche et de l'Économie maritime recueillie par Lancé Kamisoko et Mohamed Lamine Diallo. Le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime informe l'ensemble des acteurs du secteur et la population que la campagne de repos biologique 2026 est officiellement ouverte du 1er juillet au 31 août 2026. Cette mesure, prévue dans le texte réglementaire et fondée sur les avis scientifiques des services techniques concernés, vise à permettre la reproduction des espèces, la reconstitution du stock halieutique et la préservation durable de notre patrimoine marin. Durant cette période de repos biologique, les pêches industrielles et semi-industrielles seront suspendues dans la zone comprise entre la ligne de base et les 60 000 marins nautiques. En revanche, la pêche artisanale demeure autorisée afin d'assurer l'approvisionnement régulier des marchés en produits halieutiques. Pour préserver le pouvoir d'achat des ménages, le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir la disponibilité des produits halieutiques sur le marché. À cette occasion, le Centre national de surveillance et de police des pêches, CNSP, avec l'appui des forces de défense et de sécurité, assurera une surveillance renforcée de nos eaux maritimes. Toute violation des réglementations sera sanctionnée conformément aux dispositions légales en vigueur. Dans la région administrative de Kindi encore, l'Agence nationale des stratégies agricoles et alimentaires renforce les capacités de ses superviseurs de terrain. L'objectif est de les préparer à la conduite du recensement et de la cartographie des domaines agricoles, de l'élevage et de l'environnement. Fassine Silla et Marwan Kamara. Zone agricole par excellence, la région administrative de Kindia regorge de potentialités. Mais pour planifier le développement, il faut des données fiables. Pour relever ce défi, ces enquêteurs ont bénéficié d'un programme intensif axé sur les techniques de collecte de données, l'utilisation des outils numériques, de cartographie et les méthodes de supervision sur le terrain. Le président de la République, dans sa vision, c'est de faire de la Guinée un pays émergent. Et l'émergence commence par l'autosuffisance alimentaire. Donc, on ne peut jamais avoir l'autosuffisance alimentaire sans avoir une bonne planification. Et c'est sur cette base que nous faisons cette enquête pour avoir les données qu'il faut et de donner à la Guinée ce que nous attendons sur le plan agricole. Initiée par l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires, cette approche compte doter les enquêteurs de compétences nécessaires pour recueillir des données fiables, précises et actualisées. On a les équipes de terrain qui très bientôt vont aller à la rencontre des producteurs. À la fin, on est censé avoir des cartes d'agriculteurs sur lesquelles seront mentionnées toutes les informations collectées. Tant que tu ne prends pas le riz, en tout cas chez nous ici, tu dis que tu n'as pas encore mangé. Donc, c'est ce que vous avez mission d'aller vérifier sur le terrain et donner les résultats qui vont servir pour des années et des années. À l'issue de cette formation, les participants seront déployés dans les différentes préfectures de la région administrative de Kindia pour conduire les opérations de recensement et de cartographie. Une étape importante qui contribuera à améliorer la connaissance du secteur rural et à orienter les futures stratégies de développement agricole, d'élevage et de protection de l'environnement. Le gouvernement maintient ses efforts pour réussir la campagne agricole. À Kankan, je le disais au sommaire, les missions d'évaluation se poursuivent dans les bassins de production et les unités de transformation. Aux côtés de son homologue du commerce, la ministre de l'Agriculture se félicite des premiers résultats observés sur le terrain. Diamo Kaba. Des paysans rencontrés autour des défis de la promotion rurale à relever. Cette ambition est au cœur du suivi de la campagne agricole 2026 à Kankan. Le périple d'évaluation touche tous les sites de production de Baté pour améliorer les performances. La terre, la meilleure alternative pour le développement. Voilà ce qui motive la ministre de l'Agriculture pour recueillir les préoccupations. Une seule ambition anime ici les acteurs, celle de revaloriser le consommé guinéen afin de limiter les importations.
nourrir la Guinée avec nos propres ressources. Nous sommes sur le terrain aujourd'hui pour faire les constats, comprendre les difficultés que rencontrent les populations et essayer d'apporter des solutions adaptées aux besoins locaux. Et c'est dans ce cadre que nous sommes là et nous sommes à la disposition de tout un chacun pour voir ce qui ne marche pas, comment est-ce que nous pouvons faire fonctionner, et ce qui marche, comment nous pouvons accentuer et de redoubler d'efforts pour que l'agriculture puisse effectivement bénéficier à toute la population guinéenne. L'agrotour, c'est aussi l'immersion dans les unités industrielles et plateformes de transformation des cultures d'exportation. L'agriculture et le commerce renforcent leur collaboration à Kankan pour atteindre les enjeux du premier pilier du programme Simandou 2040. Les nouvelles orientations sont dévoilées auprès des acteurs pour développer l'agro-industrie, la sécurité alimentaire et la création des chaînes de valeur. Le président voudrait vraiment qu'on puisse produire, transformer localement. Et pour pouvoir atteindre ces objectifs, nous avons bien voulu associer ces deux ministères qui réfléchissent ensemble et trouvent des solutions ensemble. Nous avons bien voulu écouter aussi les travailleurs sur place, savoir quelles sont leurs préoccupations. Nous avons trouvé quelques pistes de solutions qui vont nous permettre à nos deux entités de pouvoir travailler ensemble afin de booster la production locale au niveau de Kankan et les autres aussi sociétés qui se trouvent dans d'autres zones industrielles également. Dans cet autre bassin agricole, la production maraîchère est défendue. Par cette remise d'outillage et mini-tracteurs, les autorités démontrent leur intérêt pour l'autonomisation de la couche féminine, une dynamique pour stimuler la résilience et le développement durable. Et puis à Fotoba, l'autonomisation des femmes passe aussi par le maraîchage. Réunies au sein du groupement Hydrofem, une centaine de femmes développent leurs activités grâce à l'accompagnement de la structure Sabutec. Il y a donc quelques jours, leur partenaire Atlantic Financial Group a également profité de cette dynamique pour lancer sur place sa marque AFG Bank. On fait le point avec Marie-Simone Noël Tolno et Robert Bangoura. Il est 11h. Ici, la délégation composée de la filiale Atlantic Financial Group, de la fondation AFG et de Sabutec s'embarque direction Fotoba. Après 32 minutes de traversée, la mission arrive à Fotoba. Elle est accueillie par le groupement des femmes du projet Hydrofem. Cette coopérative évolue dans le maraîchage. Il y a de cela 2 ans, le groupement bénéficie d'un appui de l'entreprise Sabutec en intrants matériels et de produits. Cette délégation qui nous rend visite aujourd'hui me rend si heureuse, surtout pour notre projet. Merci donc à M. Diogo qui nous sort de la pauvreté. Nous demandons aux femmes d'être courageuses, qu'elles soient unies pour réussir ensemble au compte de ce projet. Le choix de l'île de Fotoba pour l'exécution de ce projet n'est pas fortuit. Le projet vient contribuer à l'amélioration des conditions de pauvreté auxquelles cette communauté est confrontée. L'initiative est venue de moi, après avoir visité les îles il y a 3 ans maintenant. L'idée c'était de venir aider les femmes dans la production de manioc. Donc là on a 7 hectares de manioc sur lesquels on travaille déjà. Mais les caractéristiques de l'île c'est qu'il n'y a pas assez d'espace agricole. Donc la production que vous voyez là c'est une production hors sol qui permet de pouvoir économiser en eau parce qu'il y a un gros problème d'eau là-bas. Et aussi d'économiser en sol. Nous voulions, au travers du lancement de notre marque, rappeler à nos clients, rappeler à tout le monde que nous sommes avant tout une banque citoyenne. Nous sommes allés sur l'île de Fotoba reconnaître le travail et la valeur que créent ces femmes sur l'île de Fotoba, mais surtout une action de soutien. Au terme de cette rencontre, cet important lot de kits de protection et un tricycle pour le transport des produits agricoles sont remis à ces femmes. Un geste de l'AFG Bank. L'exécution de ce projet s'étend sur 9 ans. Ces femmes de cette coopérative vont bénéficier d'une formation afin qu'elles soient autonomes dans la production maraîchère et agricole. Et c'est ce qui va nous amener à parler de la lutte contre les effets du changement climatique. Un atelier de validation des indicateurs nationaux d'adaptation se tient à Conakry. Il s'agit de doter la Guinée d'outils de suivi plus efficaces pour renforcer la résilience du pays face aux défis climatiques. Et c'est un sujet qui nous est développé par Fodé Alpha Camara.
Pour faire face aux effets du changement climatique, notamment les fortes pluies, les inondations qui constituent des véritables défis pour la protection de l'environnement et la population vulnérable, la Guinée renforce son dispositif d'adaptation climatique à travers le projet de mise en œuvre des priorités régionales et nationales d'adaptation en Afrique de l'Ouest et du Centre PACO, appuyé par la Commission Climat pour la région du Sahel. À l'occasion de cet atelier de renforcement des capacités, les acteurs et partenaires du secteur examinent et proposent des différents livrables pour une meilleure résilience face au changement climatique. On a fait le diagnostic d'identifier toutes les parties prenantes, le rôle joué par chacune d'elles, afin de mener à bien cette étude et surtout procéder à l'évaluation et au suivi des indicateurs d'adaptation au changement climatique. Cette activité contribue directement à l'atteinte de l'objectif spécifique 5 de notre plan d'investissement climat pour la région du Sahel, TIC-RS 2025-2030, qui vise à renforcer les capacités institutionnelles de communication et de plaidoyer sur les changements climatiques au niveau des États membres. Membre de la CCRS, la République de Guinée s'inscrit pleinement dans cette dynamique aux côtés des pays les plus touchés par les effets du réchauffement climatique. Les objectifs d'atelier sont, entre autres, restituer les résultats de l'étude relative à la conception des indicateurs aux acteurs afin qu'ils s'en approprient et maîtrisent l'utilisation des différents outils dans le cadre de l'identification, le développement et l'opérationnalisation de ces indicateurs. Sous l'égide du ministère de l'Environnement et du Développement durable et l'appui financier de la République fédérale d'Allemagne, 5 jours d'échanges et de travaux sont prévus pour permettre la validation de l'étude d'opérationnalisation des indicateurs d'adaptation du changement climatique en Guinée. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement, avec l'appui de la Banque mondiale, a officiellement lancé le projet Eau et assainissement de Guinée. Cette initiative d'envergure prévoit la construction de nouvelles infrastructures de production et de distribution, des efforts pour améliorer l'approvisionnement en eau potable dans le Grand Conakry. Abakar Diaby et Mohamed Nkoya Kamara. C'est un moment inédit qui suscite un réel espoir chez toutes les couches sociales du pays. Ici, à Conakry, le projet Eau et assainissement de Guinée, PEAG, est lancé pour accroître l'accès à cette denrée indispensable dans la vie de l'homme. Ce projet est soutenu par la Banque mondiale et autres partenaires techniques et financiers. La construction des infrastructures de production et de distribution d'eau dans tout le Grand Conakry est désormais en vue. Le projet mobilise une enveloppe globale d'environ 670 millions de dollars réunissant les fonds de la Banque mondiale à travers IDA, de la Banque européenne d'investissement, de l'Union européenne, du Fonds pour l'environnement mondial et d'Exim Bank End, ainsi que de la contrepartie nationale. Piloté par le ministère de l'assainissement hydraulique et des hydrocarbures, ce projet vise également à améliorer la gestion des eaux fluviales et usées. Pour ces acteurs, il constitue un atout majeur qui va à coup sûr changer les conditions existentielles des milliers de citoyens guinéens. Ce que nous lançons aujourd'hui dépasse la simple réalisation d'infrastructures. Nous lançons une nouvelle manière de concevoir le développement. Nous affirmons qu'aucune richesse naturelle ne peut avoir de sens si elle ne profite pas d'abord aux femmes, aux hommes et aux enfants de la nation. Cette collaboration interministérielle démontre qu'aujourd'hui, les grands projets structurants de la Guinée sont préparés dans une logique d'État fondée sur la coordination, la rigueur et la recherche de résultats. À travers ce projet Eau et assainissement de Guinée, PEAG, le ministre Aboubakar Kamara et ses partenaires de terrain comptent redresser et renforcer les performances opérationnelles des institutions en charge de l'eau et de l'assainissement. Et pendant ce temps, la Société des eaux de Guinée fait face à de nouvelles perturbations sur son réseau. En cause, la détérioration de la conduite principale de Kaloum. Les équipes techniques sont tout de même à pied d'œuvre pour rétablir la desserte. En attendant, la SEG appelle les entreprises qui interviennent sur les voiries urbaines à une meilleure coordination. Isiaga Kamara, Amadou Baïlobari. Il est 23h, temps universel dans la presqu'île de Kaloum. La Société des eaux de Guinée
est en pleine action dans la réparation de la conduite principale qui alimente toute la commune en eau potable. Cette conduite a été cassée par les opérations de l'entreprise en charge de la construction de la voirie urbaine, notamment l'axe Tombo, port autonome de Conakry. De 15h30 jusqu'à 2h du matin, l'équipe s'est mobilisée avec notre directeur général pour la réparation de la conduite. Quand cette conduite-là est en panne, on ne peut pas rester. Parce que si on reste, la ville restera sans eau. C'est pourquoi avec l'effort de notre directeur général, il nous a dit de rester. Tant que la fuite n'est pas réparée, personne ne doit bouger. Entre mutation et réparation artificielle, la SEG s'inscrit dans la dynamique du programme Simandou 2040 pour non seulement stabiliser son service, mais aussi élargir son champ d'action à travers le pays. La quantité d'eau qui perd, c'est difficile même à mesurer. Imaginons de 14 heures jusqu'à maintenant, là, avec une conduite de diamètre 300. Là où nous sommes maintenant, là, on peut dire que la fuite vraiment est réparée. Et on peut aussi assurer la population, on va lancer l'eau. Ici, toutes les équipes techniques de la SEG sont réunies pour que Kaloum ne manque pas d'eau potable. Cette bonne nouvelle maintenant pour le CHU Donka, je le disais au sommaire, après d'importants travaux de réhabilitation et d'équipement, la maternité est désormais pleinement opérationnelle. Le premier cas de naissance a même été enregistré lundi au sein de ce service. Un départ effectif pour le bonheur des femmes enceintes et des acteurs de la santé maternelle. Tierno Ousmane Diallo pour ce reportage. Dans les couloirs de la maternité du CHU Donka, entièrement rénovée, l'on se prépare à vivre un moment historique et à accueillir le tout premier bébé après l'ouverture de ce service au public. À 20h01, derrière les portes de la salle d'accouchement, les cris du bébé qui annoncent le succès d'une prise en charge qui s'est faite avec beaucoup d'attention, reflétant les nouveaux standards de la maternité du CHU Donka à l'ère de la transformation du système de santé. Nous avons quitté ce service il y a je pense au moins 11 ans. Donc c'est vraiment un sentiment de satisfaction, de retour au travail. Nous sommes très contents. Premièrement et deuxièmement, l'accouchement, quant à l'accouchement d'aujourd'hui, ça s'est bien passé. C'est une patiente qui a été évacuée du CMC de Ratoma, qui est arrivée vers 18h. On s'en est occupé, elle a accouché, ça s'est bien passé d'un garçon qui a pesé 3 kg 840. Pensée pour significativement réduire les décès liés aux accouchements, la nouvelle maternité du CHU Donka dispose de salles d'accouchement, de blocs opératoires et d'une unité de soins intensifs néonatales pour les bébés prématurés. Son personnel, recruté suite à un concours, est surtout appelé à faire face aux cas de grossesse les plus complexes avec des patientes qui viendront de toutes les régions du pays. Nous sommes satisfaits, la prise en charge est de qualité et nous félicitons les autorités pour ce qui a été fait ici pour aider les femmes enceintes et développer la santé maternelle et infantile plus généralement. La maternité du CHU Donka est le 26e service ouvert au sein de l'hôpital. Sa pleine opérationnalisation marque l'ouverture de l'ensemble des services de cet hôpital national. Et malgré donc ces progrès, de nombreux défis restent encore dans ce secteur. Une étude menée dans le cadre du projet FA5 met par exemple en lumière des insuffisances persistantes dans la prise en charge des femmes enceintes et de leur santé maternelle, présenté à Conakry lors d'un atelier multisectoriel. Ces résultats appellent les autorités à améliorer la qualité des soins de maternité et à les rendre encore beaucoup plus humains. Kadiatou Suleiman Keita et Abakar Oularé. Chaque année en Guinée, des milliers de femmes se rendent dans les maternités, mais certaines y subissent encore des mauvais traitements, tandis que leur santé mentale pendant la grossesse et après l'accouchement reste peu prise en compte. Présenté à Conakry, les résultats d'une étude du projet FA5 financé par l'Institut de médecine tropicale d'Anvers en Belgique
lance un cri d'alarme et appelle les décideurs à garantir des soins maternels respectueux, humains et de qualité. L'étude estime jusqu'à 111% des femmes qui estiment avoir été maltraitées pendant l'accouchement. Ces maltraitances sont aussi multiples. Elles impliquent des violences verbales, des violences physiques, mais aussi un non-respect de leur intimité, de leur confidentialité. Nous, on espère que notre étude a un impact sur les décisions politiques parce que on part du compromis avec les équités en général au niveau des indicateurs de santé. Dans ce cas, on a regardé à le lien entre la maltraitance au niveau des FOSA et la santé mentale. On espère que toutes les parties prenantes qui étaient présentes ici vont reprendre des éléments de CDD en fonction de leurs agendas nationaux, bien entendu. Renforcer la capacité des agents de santé, intégrer la santé mentale dans les soins maternels et promouvoir le droit de chaque femme à des soins respectueux et de qualité figurent parmi les principales recommandations. Que ce soit la grossesse, l'accouchement, le postpartum, il constitue une période de grande vulnérabilité pour les femmes. Et pourtant, ces problèmes de troubles mentaux sont méconnus et insuffisamment traités. C'est pour cela que ces résultats qui viennent d'être disséminés, c'est une grande opportunité pour le programme national de santé mentale pour améliorer nos politiques, mais aussi nos pratiques. L'objectif est de faire de chaque structure sanitaire un espace où chaque femme est accueillie avec dignité, écoutée, accompagnée et prise en compte dans le respect de ses droits tout au long de la grossesse, de l'accouchement et du postpartum. Et puis le ministère de l'Élevage vient de lancer à Koya les travaux de révision de son plan stratégique national de lutte contre la peste des petits ruminants. L'objectif est d'intensifier le contrôle et viser l'éradication de la maladie tout en renforçant la lutte contre les autres pathologies qui déciment les cheptels. Noumoussou Diakité et Yaya Ansoumane Silla. La Guinée accélère la stratégie vers l'éradication de la peste des petits ruminants. Le ministère de l'Élevage a lancé la révision de son plan national stratégique pour atteindre cet objectif mondial à l'horizon 2030. Cette révision vise à ajuster la stratégie face à l'évolution de la maladie, au mouvement transfrontalier d'animaux et à l'expansion du cheptel. La priorité est de renforcer la protection des caprins et ovins, les espèces les plus touchées par la PPR. Depuis 2018, le premier plan stratégique d'éradication de la PPR a été élaboré et validé. La PPR est une des maladies prioritaires de notre système de santé animale. Pour les 5 dernières années, nous avons enregistré dans nos bases de données plus de 7000 cas de mort des petits ruminants. La prise en compte transfrontalière de cette maladie est une des innovations qui est introduite dans ce nouveau plan. Sur le terrain, les acteurs attendent une application rapide du plan. L'enjeu est de faire baisser la mortalité du cheptel et de stabiliser le revenu des éleveurs. Dans l'économie guinéenne, il ne faut pas perdre de vue l'importance des petits ruminants. Alors, si cette activité est reprise, les pratiquants vont trouver de quoi vivre. Selon les experts, le projet est déjà bien avancé. Il faut encore harmoniser les données au niveau national pour finaliser le document et engager son adoption. Tous les pays se sont engagés dans l'élaboration de plans stratégiques nationaux d'éradication de cette maladie. Et aujourd'hui, au niveau régional, on appelle tous les pays à le faire. C'est un plan qui est déjà en bonne voie et qu'il faut juste un peu d'effort pour arriver à sa validation, à son adoption. À l'issue des travaux, le plan révisé sera transmis au gouvernement pour validation. Il s'agira ensuite de mobiliser les ressources nécessaires pour atteindre l'éradication de la PPR à l'horizon 2030. C'est parti aussi pour la 3e édition des journées scientifiques de l'Université de Zérékoré. Pendant 3 jours, enseignants, chercheurs, partenaires et acteurs du développement partagent leurs travaux et réfléchissent à leur impact sur les conditions de vie des populations. Les précisions de nos correspondants à Zérékoré.
57 projets pour faire de la recherche scientifique le levier incontournable du développement local et national. C'est tout l'enjeu de la 3e édition des journées scientifiques qui vient de s'ouvrir à l'université de Zérékoré. Durant 3 jours, ce temple du savoir se transforme en un véritable carrefour d'échanges, de partage d'expériences et de débats constructifs. C'est avant tout une occasion de faire le point sur l'état d'avancement de la recherche dans notre institution. Parce qu'au cours de cette journée, les anciens chercheurs vont présenter les résultats de leurs recherches issus des masters, des thèses et des projets de recherche dans lesquels notre institution est engagée. De la gestion durable de l'environnement à la modernisation agricole, en passant par la santé publique et les technologies adaptées aux réalités locales, ces 57 projets touchent directement au quotidien des populations de la Guinée forestière et d'ailleurs. Il y a d'autres qui cherchent à trouver des alternatives qui visent à réduire les impacts du changement climatique. Moi, par exemple, je présente une communication sur la façon de voir quelles sont les terres agricoles qui sont susceptibles d'être inondées. Donc on fait une prévision de ces espaces et pouvoir prendre des mesures d'adaptation face aux risques climatiques extrêmes. Cette 3e édition des journées scientifiques de l'Université de Zérékoré offre une plateforme unique où se rencontrent chercheurs chevronnés, décideurs politiques et partenaires au développement. Face à la crise environnementale actuelle, le savoir ne doit plus être passif. Il doit se transformer en action concrète et éthique. L'unique institution d'enseignement supérieur public de la région, l'Université de Zérékoré confirme plus que jamais, à travers ses journées scientifiques, son statut de pôle d'excellence en matière de recherche, notamment celle orientée vers le développement durable. Au même moment, Conakry accueille la 2e édition des journées scientifiques d'odontologie de Guinée. Des spécialistes guinéens, aux côtés d'experts venus du Sénégal, de l'Algérie et de la Côte d'Ivoire, échangent autour des avancées de la santé bucco-dentaire. Cette rencontre vise à promouvoir la recherche scientifique et à renforcer les compétences des professionnels du secteur. Mounir Bari. L'université Gamala Abdel Nasser de Conakry accueille les travaux des 2e journées scientifiques d'odontologie de Guinée. Organisée par la Société guinéenne d'odontologie en collaboration avec le département d'odontologie de la Faculté des sciences et techniques de la santé, cette rencontre met l'accent sur le renforcement des capacités, le partage d'expériences et la valorisation de la recherche scientifique dans le domaine de la santé bucco-dentaire. C'est d'abord une journée très importante, parce que c'est une façon déjà de soutenir nos collègues, nos confrères guinéens pour la formation continue, parce que c'est très important pour un chirurgien dentiste. Dans ce congrès, ce que j'ai fait, ce qu'on a partagé, c'est surtout notre expérience sur l'imagerie dentomaxillofaciale, aujourd'hui qui est hyper important, pour ne pas dire indispensable pour une bonne prise en charge globale des patients. Pendant plusieurs jours, chirurgiens, dentistes, enseignants-chercheurs, étudiants en odontologie et professionnels de santé vont échanger autour des avancées scientifiques et des bonnes pratiques en matière de santé bucco-dentaire. Ces journées scientifiques constituent un cadre privilégié de rencontres, d'échanges académiques, de partage d'expériences et de réflexion autour des défis actuels de l'odontologie et de la santé publique. La prise en charge des patients vulnérables, comme les diabétiques, les personnes âgées, les personnes vivant avec le VIH, la santé bucco-dentaire en situation de crise ou de conflit, et bien d'autres communications qui promettent d'être riches. À travers cette initiative, le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique réaffirme sa volonté de soutenir la recherche de qualité et de promouvoir la formation continue. L'objectif est de consolider le lien entre l'université, les structures hospitalières et les professionnels de santé afin d'améliorer durablement l'offre de soins bucco-dentaires en Guinée. On en vient maintenant aux travaux de l'Assemblée générale mixte de la Confédération générale des entreprises de Guinée. Les participants ont notamment évalué les activités de l'année 2025, examiné la mise en œuvre des recommandations de la structure et tracé les perspectives pour 2026. Falilou Diallo, Ousmane Ouatsissé.
C'est la rencontre de tous les défis pour les membres de la Confédération générale des entreprises de Guinée. L'Assemblée générale mixte du patronat guinéen, elle permet à l'ensemble des acteurs économiques du pays de redéfinir les actions prioritaires pour accompagner la vision stratégique d'une confédération au service du secteur privé national. L'unification qui a donné naissance à la Confédération générale des entreprises de Guinée n'a pas été un simple exercice administratif. Elle a été le fruit de négociations intenses, de concessions mutuelles et par-dessus tout une vision partagée, celle d'un patronat unique, inclusif et fort et moderne. Le chef d'État n'a cessé d'en appeler au dialogue et à la restauration de la confiance entre l'État et le secteur privé. Cet appel au dialogue et à la confiance constitue la pierre angulaire de la construction d'une économie forte, grâce à un secteur privé national capable de contribuer à l'élaboration des politiques et programmes initiés par le gouvernement. Les différents plans opérationnels, tout comme les rapports d'activité et des finances, ont été passés au crible par l'ensemble des membres de la CGGI. Des recommandations ont été formulées pour améliorer la trésorerie et fédérer plus d'acteurs au sein de cette confédération. C'est un honneur, mais c'est l'expression réelle de la volonté affichée par le chef de l'État dès les premiers jours de sa prise de responsabilité. Lors des concertations avec toutes les composantes de la nation, il a rencontré le secteur privé et il a demandé au secteur privé de parler d'une seule voix. Chose demandée, chose faite. Et la CGGI en est le fruit aujourd'hui. Pendant cette assemblée générale mixte, les ambitions ont été dévoilées. Elle fut également un moment privilégié de gouvernance, de concertation, de réflexion sur les perspectives du secteur privé guinéen. À ligne de mire et définir de nouvelles orientations qui façonnent l'avenir du patronat guinéen. Et voici à présent, mesdames et messieurs, le contenu de ce communiqué d'information du ministère de la Modernisation de l'Administration et de la Fonction publique, communiqué portant licenciement de 6 678 agents. Le ministère de la Modernisation de l'Administration et de la Fonction publique informe qu'à la suite d'un processus de contrôle administratif rigoureux, conduit conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et dans le cadre de la poursuite des réformes engagées pour renforcer l'efficacité, la transparence et la performance de l'administration publique, il a été procédé au licenciement de 6 678 agents de la fonction publique issus de divers services de l'administration publique. Cette opération s'inscrit dans un processus continu d'assainissement dans la dynamique de refondation de l'État engagée par le président de la République, M. Mamadi Doumbouya. Elle fait suite à la mise en opération d'un nouveau système modernisé de gestion automatisée, de contrôle et de suivi des statuts et de la position administrative des agents de l'État qui permettent aujourd'hui un contrôle rigoureux des effectifs et une maîtrise de la masse salariale. Les vérifications effectuées ont permis de constater diverses situations d'irrégularité, notamment des abandons de postes, des absences prolongées injustifiées, des cas de mort non déclarés, ainsi que d'autres situations incompatibles avec le maintien des intéressés dans les effectifs de la fonction publique. Le ministère réaffirme son engagement à poursuivre les réformes visant à bâtir une administration moderne, efficace, intègre et résolument tournée vers le service des citoyens, à rétablir l'équité entre les agents qui assurent effectivement leur service et ceux qui ne se présentent pas à leur poste, à renforcer la confiance des citoyens dans l'administration en mettant fin aux pratiques contraires à l'éthique et au service public. Le ministère invite l'ensemble des agents de l'État à la responsabilité et au professionnalisme pour bâtir ensemble une administration au service du peuple guinéen. C'est signé le ministre Faya François Bourouno. La Guinée a célébré en différé la Journée internationale de la famille. À cette occasion, des kits d'hygiène et d'assainissement ont été remis à des familles vulnérables ainsi qu'à plusieurs structures engagées dans la prise en charge des enfants défavorisés. Un geste de solidarité que nous explique Al-Rali Koboleketa et Mohamed de Camara. Dotés des structures vulnérables, des kits d'hygiène et d'assainissement, en cette période de pluie, un engagement collectif au service de la protection des plus défavorisés.
131 familles vulnérables, 5 centres de santé, 10 établissements scolaires primaires et secondaires, 8 orphelinats de Conakry bénéficient de ce lot important. La réception de ces kits arrive au bon moment. Nous sommes en saison des pluies. Dans les différents centres et orphelinats, il y a toujours des problèmes d'eau stagnante qui sont dans les centres. Et cela va permettre, avec ces brouettes, avec ces kits et avec toutes ces poubelles, ça permettra aux enfants d'orienter les différents ordures dans les poubelles. Cette remise se situe dans le cadre de la célébration en différé de la Journée internationale de la famille. C'est le tandem UNICEF et OIM qui offre ces kits en ce mois de juin, mois dédié à la promotion des droits des enfants. L'accès à l'eau, à l'hygiène et l'assainissement est un droit fondamental et constitue l'un des investissements les plus efficaces pour protéger la santé, la dignité et l'avenir des enfants. Qu'aucune société ne peut prospérer sans des familles fortes et des enfants protégés. Ce mois est mis à profit pour célébrer en différé la Journée internationale de la famille qui nous rappelle le rôle fondamental de la famille comme premier cadre de protection, d'éducation et de développement de l'enfant. Cette journée rappelle également que la famille demeure le premier espace de protection, d'éducation et de socialisation de l'enfant. La Journée internationale des familles met en exergue la solidarité entre les membres d'une même famille à travers le monde entier. Un mot de sport maintenant pour dire que le championnat d'Afrique militaire de basketball aura lieu au mois de novembre prochain en Guinée. Une délégation de l'organisation du sport militaire en Afrique est actuellement à Conakry pour finaliser l'organisation de cette compétition continentale. Au programme, entre autres, la signature d'un protocole d'accord avec les autorités guinéennes. Et on fait le point avec adjudant-chef Omar Kamara, correspondant de la presse militaire. Après la première édition du championnat d'Afrique militaire de basketball, organisé en 2018 à Brazzaville, en République du Congo, c'est au tour de Conakry d'accueillir cette compétition continentale. Dans cette perspective, une délégation de l'Organisation du sport militaire en Afrique, OSMA, est reçue au ministère de la Défense nationale. Objectif, procéder à la signature du protocole d'accord entre les forces armées guinéennes et les responsables de cette institution sportive panafricaine. Nous venons de signer le protocole d'accord entre l'OSMA et les autorités guinéennes que nous venons de finaliser. Ce qui est important, c'est la participation de beaucoup de pays, ce qui est déjà une réalité de notre organisation et notre message a été bien reçu. La Guinée figure parmi les pays fondateurs de l'Organisation du sport militaire en Afrique. Plusieurs athlètes militaires africains prendront part à ce rendez-vous du basketball militaire. Le directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale s'est réjoui du choix porté sur la Guinée pour abriter cette importante compétition continentale. Nous considérons ce choix que vous faites porter sur la Guinée comme un honneur. Et en plus, nous prenons ce choix comme un défi. Parce que vous nous retournez l'ascenseur. Vous dites, la Guinée a été à l'origine de la création de notre organisation. Nous devons reconnaître à la Guinée cela en lui donnant l'honneur d'organiser la deuxième édition. Conformément à son programme de travail, la délégation de l'OSMA a effectué une visite des différentes infrastructures retenues pour l'organisation de ce championnat. Il s'agit notamment du palais des sports du stade du 28 septembre, du terrain d'entraînement situé au parc des citoyens dans la commune de Kaloum, ainsi que de l'hôtel militaire du bataillon du quartier général. Des installations jugées conformes aux exigences de l'OSMA. I would like to congratulate. C'est une opportunité pour moi encore de remercier le gouvernement guinéen parce que ces facilités sportives ne sont pas seulement pour la Guinée, c'est pour tout le continent africain, pour toute la jeunesse africaine. Pour clôturer son séjour à Conakry, la délégation de l'Organisation du sport militaire en Afrique a assisté à une démonstration de judo, l'une des disciplines phares du sport militaire. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dimanche pour de nouvelles actualités de la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.